Bonjour, je suis Élise Morfin, ingénieure bâtiment durable chez Viscab, un éditeur de logiciels d'ACV. Dans la suite du travail fait avec l'expérimentation E+C-, la RE 2020 propose de mettre des exigences sur les impacts carbone des bâtiments, en plus des exigences thermiques qui sont renforcées. Dans ce cadre, la RE 2020 impose une méthode de calcul dite dynamique pour les impacts soumis à des seuils réglementaires dans l'analyse de cycle de vie du bâtiment. Et finalement, dans ce contexte, on peut se demander mais qu'est-ce que l'ACV dynamique et quels sont les impacts sur le calcul de l'empreinte carbone d'un bâtiment. Déjà, comme dans l'expérimentation E+C-, la période d'étude de référence du bâtiment est de 50 ans. Et quand on parle d'un impact carbone, on parle bien d'un impact carbone sur un horizon temporel de 100 ans. Dans l'ACV dite statique, qui était utilisée notamment dans l'expérimentation E+C-, on attribuait un poids égal à toutes les émissions, quel que soit le moment où elles ont vraiment été émises. Au contraire, dans la nouvelle réglementation, la RE 2020, on choisit de pondérer ces émissions par rapport au moment où elles ont effectivement été émises. Concrètement, on procède à un calcul d'ACV dynamique dit simplifié, car on utilise les données environnementales statiques de la base INES qu'on pondère chaque année par des coefficients qui sont ici décrits dans la figure de droite, si bien que dans le cas général, un impact qui a été émis en fin de vie est près de 2 fois plus faible qu'un impact émis en début du cycle de vie du bâtiment. Mais finalement, pourquoi préférer l'ACV dynamique par rapport à l'ACV statique ? Eh bien déjà, l'ACV dynamique prend en compte des problématiques qui n'étaient pas prises en compte par la méthode statique, notamment le changement climatique doit être traité en urgence. C'est donc bien les émissions émises aujourd'hui qu'on veut réduire en priorité avant les émissions émises demain. Également, il y a une incertitude sur les scénarios de fin de vie des matériaux, car ces scénarios sont déduits par rapport à des hypothèses basées sur des hypothèses actuelles. Et donc, c'est aussi ce que propose d'approcher l'ACV dynamique, de prendre en compte cette incertitude. Et enfin, dans une certaine mesure, l'ACV dynamique permet de prendre en compte la cinétique de dégradation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère par une approche plutôt simplifiée. Donc finalement, l'ACV dynamique cherche à se rapprocher à être un modèle qui se rapproche de la réalité. Mais finalement, quels sont les impacts concrets sur le calcul et la modélisation ? Déjà, il y a des nouveaux ordres de grandeur à s'approprier, parce que les calculs dynamiques et statiques peuvent amener des résultats très différents. Également, ça complexifie le calcul et ça accentue l'impact des phases en amont du cycle de vie du bâtiment par rapport aux phases de fin de vie du bâtiment. En bref, concrètement pour le concepteur, il devra se réapproprier ces nouveaux ordres de grandeur à l'aide de capitalisation de retour d'expérience afin d'avoir des nouveaux réflexes en conception. Également, l'ACV dynamique encourage à utiliser des matériaux avec un stockage temporaire de carbone. Pour le modélisateur de l'ACV, il y a peu de différence au niveau de la saisie, puisque finalement, il continue de saisir les données environnementales statiques disponibles sur la base INES, et ce sont les logiciels d'ACV qui instaurent le calcul dynamique dans leur logiciel directement. Par contre, s'il veut faire des calculs à la main, ce sera beaucoup plus complexe avec cette méthode. Autre remarque, les fiches INES ne peuvent plus être comparées directement puisque leurs résultats sont bien des résultats statiques et donc il faudra traduire ces résultats statiques en dynamique pour pouvoir comparer 2 fiches entre elles. Et pour finir, je vous invite à aller lire nos 3 articles que nous avons publiés sur Medium qui regardent les impacts de l'ACV dynamique sur les matériaux bois et béton et notamment sur des cas particuliers d'études de logements collectifs avec structure bois et structure béton. Merci pour votre attention. Bienvenue dans cette masterclass dédiée à l'ACV et aux matériaux. La RE 2020 a introduit la notion d'ACV dynamique et de mesure du carbone. En préambule, il faut rappeler que l'ACV est une méthode qui mesure l'impact carbone des matériaux sur leur durée de vie. Et lorsqu'elle est dynamique, elle comprend un facteur correcteur qui diminue l'impact carbone au fil du temps. Merci Raphaël Thévenin pour cette définition. Quelles sont ses conséquences ? Quel est le poids carbone des différents matériaux ? Pour en parler, sont présents sur ce plateau Christian Pimpy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle marketing et construction durable chez Ekium. Estelle Réveillard. Bonjour. Bonjour. Stéphanie.
directrice de l'Alliance HQE-GBC, Raphaël Thévenin. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Responsable du pôle bâtiment immobilier de Carbone 4 et Jean-Marc Pauget, expert construction bois du CNDB. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors première question, on va peut-être prendre un peu de hauteur et avant de parler purement de poids carbone des matériaux et de la construction, qu'est-ce qui constitue le poids carbone d'un bâtiment? Comment il se répartit entre les matériaux de construction et l'énergie? Raphaël Thévenin. Avec plaisir. Alors, on peut distinguer les logements collectifs et les bureaux et le tertiaire, déjà pour faire simple. Globalement, pour les logements collectifs, 50% du poids carbone des bâtiments est lié à tout ce qu'on appelle produits de construction, donc les matériaux et équipements. Et en gros, 50% d'autres est lié à la consommation d'énergie pendant la vie en exploitation du bâtiment, avec un petit résiduel pour tout ce qui est énergie de chantier, eau, etc. Pour le tertiaire, on a globalement plutôt un ratio 60% pour les produits de construction et 40% globalement pour l'énergie en exploitation. Ça aussi implique une autre approche, une approche plus globale de la conception du coup? C'est ça, quand on conçoit un bâtiment, on conçoit non seulement son mode constructif, mais on a aussi à ce moment-là un rôle à jouer sur le choix du vecteur énergétique qui, lui, du coup, a un impact sur le poids carbone aussi pendant la vie du bâtiment. Estelle Réveillard, vous avez un rôle pédagogique sur l'ACV, peut-être vous pouvez nous en dire un mot? Oui, absolument. L'Alliance HQE-GBC était aux prémices finalement de tout ce qui va concerner l'ACV du bâtiment, puisque finalement c'est l'Alliance HQE-GBC qui a préfiguré les premiers indicateurs, donc énergie et carbone, ce qui a donné lieu derrière aux travaux d'expérimentation plus c'est moins. Nous, on s'attache à l'Alliance HQE à une prise en compte globale du bâtiment, à une ACV globale du bâtiment. On préfère et on pense qu'il est plus judicieux de s'attacher à l'ACV du bâtiment plutôt qu'à celle du produit pour calculer l'impact carbone d'un bâtiment. Jean-Marc Pauget, Christian Pimpy, vous adhérez à cette démarche d'approche globale du bâtiment? Oui, absolument. Il faut relativiser un petit peu les choses, puisqu'en fait, si on prend le poids carbone du matériau bois, il est positif, bien évidemment, il est très intéressant. Ramené à l'ensemble du bâtiment, il faut penser que le gros œuvre, ça représente à peu près 50% de l'impact, donc c'est quand même beaucoup plus faible. Et puis si on plonge plus précisément dans le bâtiment, en prenant une unité fonctionnelle, le mur, un plancher, une toiture, là aussi, on va avoir un ensemble de composants dont le bois fait partie, ce qui relativise encore son poids sur l'ensemble du bâtiment. Christian? Oui, tout à fait. En fait, dans l'esprit de la RE 2020, c'est bien le bâtiment qui doit être durable, notamment bas carbone. Et alors, la solution de facilité, effectivement, en premier lieu, c'est de choisir des matériaux bas carbone. Mais au-delà de ça, pour aller plus loin et gagner encore plus d'impact carbone, l'idée, c'est plutôt d'alléger la structure, d'optimiser le système constructif pour justement privilégier en fait les solutions les moins lourdes. Vous me faites presque la transition avec la suivante. Donc du coup, avoir une approche frugale. Éventuellement, Raphaël Thévenin? Oui, effectivement, comme le disait Christian, il y a plusieurs approches. Déjà, la première approche, c'est de se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de construire en neuf. Cette frugalité, elle démarre dès là. Si on peut plutôt rénover, même une réhabilitation lourde, ça a tout son intérêt d'un point de vue carbone. Ensuite, parce que déjà, on utilise moins de matériaux et en plus, on limite l'artificialisation des sols. Dans un deuxième temps, si on doit construire du neuf, pour un tas de raisons, dans l'approche conception, on peut se dire est-ce qu'il y a une manière de concevoir le bâtiment pour utiliser et consommer le moins de matériaux possible lors de la phase construction. Et une fois qu'on s'est dit ça, est-ce qu'il y a moyen de concevoir le bâtiment pour pouvoir intégrer le plus possible des matériaux qui sont moins carbonés aux endroits où on peut le faire. Donc c'est vraiment un petit peu cette hiérarchie-là de la réflexion et qui apporte vraiment cette réflexion frugale ou sobre de la conception d'un bâtiment. Donc l'un et l'autre, Jean-Marc Pauget, vous parlez de diminuer aussi... Alors, je rebondis complètement sur ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, dans la construction bois, on a différents systèmes constructifs qui existent. On a la construction ossature bois, qu'on appelle ossature bois, on a les systèmes en CLT, on a la structure en exosquelette, on a beaucoup de possibilités avec le poteau-poutre. Et pour deux mêmes bâtiments, par exemple, de logements qui vont faire 4 ou 5 niveaux, selon la technique que l'on utilise, on va avoir beaucoup plus de matière embarquée pour des exigences qui sont exactement les mêmes. Donc là aussi, quand on construit avec le bois, il faut bien optimiser l'ensemble des systèmes pour diminuer la quantité de matière. Pareil pour le béton. Oui, et d'ailleurs, et aussi pour rebondir sur l'idée de privilégier la rénovation plutôt que la construction neuve,
Même lorsque l'on va bâtir un bâtiment donc neuf, l'idée de savoir comment on va pouvoir le réhabiliter, le réutiliser, notamment avec des structures poteau-poutre dont on parlait, pour permettre justement de décloisonner plus facilement les espaces, d'améliorer la mutabilité du bâtiment vers le logement, par exemple vers le bureau ou vice-versa. Là, on a vu que l'effet Covid, que ça pouvait avoir un intérêt aussi, pour ainsi prolonger la durée de vie du bâtiment et ainsi aller vers le bâtiment responsable. La réversibilité aussi. Exactement. Des usages. Ouais. Très bien. Moi, je me permettrais de résumer peut-être les réflexions là, que je viens d'entendre. Tout ça, moi, ça me fait penser à l'économie circulaire. Finalement, c'est vrai qu'on a parlé de rénovation et finalement, la rénovation est un acte fondateur de l'économie circulaire. Quand on parle de réversibilité du bâtiment, de modularité, on parle finalement de l'allongement de la durée de vie du bâtiment. On pourrait parler aussi de l'approvisionnement durable. Enfin, tout ça ce sont des leviers propres à l'économie circulaire. Et finalement, plutôt que de parler de frugalité dans l'utilisation des matériaux, je pense qu'il faut encore une fois ramener les choses à l'échelle du bâtiment et plutôt parler d'économie circulaire à l'échelle du bâtiment. Merci. Cette réglementation favorise-t-elle des matériaux? On est dans la question qui peut fâcher. Jean-Marc Pauget. Ça ne me fâche pas du tout. Ah non, au contraire. Bon, il est vrai que la réglementation avantage les matériaux biosourcés, et donc avec la CV dynamique, ça donne encore un bonus supplémentaire. Mais comme je disais tout à l'heure, cet avantage est vraiment à relativiser sur l'ensemble du bâtiment, soit sur l'ensemble, soit sur les composants qu'on va utiliser. Pour vous, Christian Pimpy, vous partagez pas tout à fait... Alors, il est certain que la CV dynamique simplifiée privilégie les matériaux dont les émissions de gaz à effet de serre sont générées en fin de vie plutôt qu'au début, avec le fameux coefficient de 57% en année 50, qui vient donc minimiser les émissions de fin de vie. Donc, évidemment, les matériaux cuits, comme notamment le ciment, sont désavantagés par rapport aux matériaux biosourcés, dont acte. Mais après, ce que l'on considère, c'est que pour autant, les matériaux béton ne sont pas du tout hors jeu dans la RE 2020. On a fait des premières simulations qui montrent que dans les premiers seuils, les solutions béton permettent aux bâtiments de passer les seuils. La filière béton est en train de poursuivre sa trajectoire de décarbonation en visant le zéro carbone, la neutralité en 2050. Et à côté du poids carbone du matériau, il y a l'ensemble des caractéristiques de durabilité du matériau complémentaires. La durée de vie, la résistance au feu, la performance acoustique, etc. L'apport en inertie qui permettent au béton d'avoir sa place dans le système constructif responsable. Raphaël Thévenin, est-ce que vous estimez que cette réglementation favorise certains matériaux dans vos calculs, en tous les cas? Alors, comme ça a été dit, c'est très factuellement, ce facteur correctif fait que les matériaux qui ont plus d'émissions en fin de vie verront par rapport à l'analyse en cycle de vie statique leur empreinte carbone diminuer par rapport aux matériaux dont les émissions sont plus à la phase production, donc en début de vie. Donc ça, c'est mathématique, on va dire. Donc je n'utiliserai pas le terme favoritisme, j'utiliserai juste ces mathématiques. Après, c'est vrai qu'il y a une volonté aussi par cette réglementation de favoriser le développement d'autres filières en parallèle des filières déjà existantes. C'est écrit noir sur blanc dans la réglementation, ce n'est pas un jugement de valeur. Donc voilà, c'est un outil derrière ça aussi. Après, comme ça a été dit, tous les matériaux ont leur place dans les modes constructifs, il suffit de les utiliser au bon endroit. Estelle? Oui, je partage complètement ce que vient de dire Raphaël. Alors oui, en effet, premièrement, il y a une volonté des pouvoirs publics de voir le développement de la filière biosourcée. Ça, c'est écrit, noir sur blanc, en effet. Après, oui, je pense qu'il faut surtout penser l'usage du bâtiment, encore une fois. Et quand on pense à l'usage du bâtiment, on pense nécessairement aux différentes performances du bâtiment. Et pour que le bâtiment soit performant, il faut utiliser différents matériaux. Et finalement, l'essentiel, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit pour le bon usage. On pourrait ajouter ça. Justement, il était question de matériaux plus vertueux. Cette réglementation pousse à des matériaux plus vertueux. Où on en est, Christian Pimpy, notamment pour le béton? Alors en fait, la filière béton propose aujourd'hui toute une gamme de solutions moins carbonées, pas de carbone limité. En fait, il faut savoir que le poids carbone moyen d'un mètre cube de béton, c'est aux alentours de 180 kg de CO2 au mètre cube. 90% de ce poids carbone provient du ciment. Donc en fait, pour proposer des bétons bas carbone, il faut des ciments bas carbone. Et pour cela, la filière dispose de nombreux leviers. Les deux qui sont utilisés aujourd'hui de manière la plus simple, c'est augmenter le taux de substitution des combustibles fossiles par la valorisation de déchets en cimenterie.
donc notamment les pneus usagés, les huiles, etc., pour réduire ainsi le poids carbone des ciments qui va se répercuter donc sur le poids carbone du béton et donc de la construction. Et deuxième levier qui est utilisé, c'est la substitution du clinker par des composants minéraux alternatifs, notamment la sonde volante, laitier d'eau fourneau, l'argile calcinée, etc. Et justement, au niveau du laitier, il y a toute une polémique, mais là, je crois qu'il y a un arbitrage de la DHUP qui est en cours. Oui. Au niveau du laitier, vous avez les données? Alors, on parle de 110. En fait, il s'agissait d'un éclaircissement entre la filière acier et la filière ciment. Et donc, il y a une négociation qui est en cours au niveau européen entre ces deux filières, qui devrait aboutir normalement en octobre. Et donc, ce que l'on attend, c'est une allocation carbone du laitier d'eau fourneau entre 70 et 120 kg de CO2 la tonne, selon les calculs réalisés par Ignies ou par la DHUP. Et donc, dès que le consensus aura eu lieu, évidemment, nous prendrons en compte ces valeurs dans les vitesses de nos produits. Mais ça reste toujours un matériau pertinent, si on parle du laitier d'eau fourneau, parce que même si on arrive à 120 kg de CO2 la tonne, ça reste bien moindre que le poids carbone du clinker, qui est le composant principal du ciment. Donc du coup, ça sera toujours une solution pertinente pour diminuer le poids carbone de nos solutions. Jean-Marc Pauget, la filière bois est-elle prête à relever le défi de la RE 2020 ? La filière se donne les moyens de relever ce défi, bien évidemment. Alors, il y a plusieurs aspects là-dessus. D'abord, je vais peut-être parler un petit peu de la ressource, puis c'est une question à chaque fois qu'on met un petit peu sur la table. Quand on construit en bois, on construit essentiellement en résineux, à 90% en résineux, qui viennent de l'Union européenne pour l'essentiel. On a une forêt en France qui est importante, qui fait à peu près 17 millions d'hectares. C'était 14 millions en 85, la moitié, 8 millions au 19e siècle, donc elle est en croissance. On a quand même de quoi faire. Et on en récolte à peu près 60%. Donc là encore, on a une possibilité d'exploiter mieux notre forêt. Donc on a une ressource qui est assez importante. Côté industrie, c'est là qu'il faut absolument que la filière bouge, maintenant qu'elle a les ressources. Vous avez des aides aussi ? On a des aides, puisqu'effectivement, il y a des plans qui vont être lancés. On a un plan sur lequel on va avoir un développement des produits d'ingénierie. Ce que l'on appelle les produits d'ingénierie, ce sont des produits qui sont parfaitement calibrés et qui ont déjà été développés. On parle du CLT, des contre-collés, de tous ces produits. Ils ont déjà été développés, mais ils sont de plus en plus demandés car les entreprises sont équipées de sondes de taille qui demandent des produits parfaitement calibrés. Donc il faut augmenter la production industrielle de ces produits. Puis enfin, il y a un troisième niveau aussi qui est important, c'est l'aspect réglementaire. On est sur une filière qui se développe, mais qui n'est pas toujours dans un cadre réglementaire parfaitement calé. Donc on travaille pour rendre les techniques constructives en techniques courantes, de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus facilement assurables. D'ailleurs, il y a un problème justement avec le feu, où on est obligé de rajouter d'autres matériaux. Donc du coup, ça amplifie le bilan carbone. Peut-être que vous voulez peut-être... Je rebondis peut-être sur l'aspect de la mixité, oui, sur lequel on va rebondir juste après. Quand vous voulez faire un plancher, par exemple, on va utiliser du bois sur la dimension structurelle, parce que là, il amène une performance. Quand on va vouloir parler de l'acoustique, on va rajouter de la masse et là on va plutôt rajouter du béton sur un résilient. Et enfin, quand on va parler de feu, on va rajouter des plaques de plâtre pour protéger le bois. Donc vraiment, c'est l'assemblage de tous ces produits qui donne une certaine pertinence à l'unité fonctionnelle. Raphaël, vous voulez... Oui, c'est sûr que mais ça a été dit au début aussi, mais quand on considère le bois dans son ensemble constructif, et c'est ce qu'il faut faire, disons qu'un mode constructif bois, un petit peu importe la quantité de matériaux autres compte, mais globalement un mode constructif bois reste moins carboné par exemple qu'un mode constructif purement 100% béton. C'est sûr que ce n'est pas l'écart qu'on constate entre les empreintes carbone des matériaux eux-mêmes il y a un ordre de grandeur x4 entre les deux en gros, voire un peu plus. Quand on parle à l'échelle du bâtiment, on a plutôt un ordre de grandeur de différence de 20%. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Il n'empêche que ça reste plus intéressant. Mais effectivement, cette différence prend en compte le fait qu'il y a plein d'autres lots dans un bâtiment et que même le bois ne vient pas tout seul remplacer tous les autres matériaux dans le bâtiment dans son ensemble. Christian Pimpy, vous voulez intervenir ? Oui, parce que c'est vrai que tout ce que vous dites est complètement vrai à quantité de matériaux égale. Après, c'est pour ça qu'il va être intéressant aussi d'aller optimiser le système constructif pour permettre de baisser le poids carbone justement des solutions béton. Par exemple, un système poteau-poutre classique, vous avez donc des poutres, par exemple d'une section de 25 cm, il est parfaitement possible de réfléchir, de dire, tiens, on va diminuer la section de la poutre, la réduire par exemple de 20 cm, 20 sur 20 au lieu de 25 sur 25. Alors évidemment, comme la poutre aura un rôle structurel dans le bâtiment, il faudra un béton plus résistant, il faudra plus de ferraillage, mais quand on fait les plus et les moins,
on se rend compte qu'on va gagner 20% de carbone par élément, par poteau. Et donc, c'est aussi justement c'est choisir le bon matériau au bon endroit, mais c'est aussi aller utiliser les richesses de chaque matériau pour les façonner, pour les adapter, et puis pour avoir vraiment une conception la plus intelligente possible, et apporter ainsi le plus de valeur, pas apporter le plus de quantité, mais le plus de valeur. Le matériau, il a une fonction. Donc, si on parle des matériaux structurels, donc la fonction, c'est du mégapascal en fait, c'est porter des charges. Et donc, comment, avec le moins de matière possible et le plus de valeur, on va réussir à maintenir ces charges dans le temps et gagner comme ça en poids carbone. Mais ce qui implique, par contre, une prescription auprès des bureaux d'études, des architectes, des concepteurs du bâtiment. Et c'est là où il y a les messages qui doivent être passés, parce que si on ne change pas le système constructif, ce sera d'autant plus compliqué d'atteindre les seuils RE 2020, quel que soit le matériau, parce que tout portera sur le matériau et non pas sur la conception. Et l'idée, c'est bien marier les deux pour atteindre des objectifs sur le long terme. Il a été question un petit peu de mixité des matériaux. Je crois que vous êtes un peu tous d'accord sur la nécessité, en tous les cas, d'utiliser la mixité des matériaux pour atteindre ces objectifs bas carbone. Raphaël Thévenot, vous voulez un peu revenir sur la mixité des matériaux ? Bon, on l'a déjà pas mal dit. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Christian juste avant. On est complètement en phase. Ce que je disais, c'était à mode construit standard égal. Exactement. On a parlé tout au début de nos discussions d'être intelligent dans la conception pour utiliser le moins de matière possible quand c'est possible. Donc, je suis complètement en phase avec ça. Voilà, parenthèse fermée. Sur la mixité des matériaux, oui, tout à fait. Il y a les fondations. Au jour d'aujourd'hui, on ne les fera pas forcément en bois. Donc le béton reste potentiellement nécessaire et c'est vrai pour pas mal d'éléments structuraux. Après, je pense que les interlocuteurs autour de la table pourront vous parler un peu plus en détail de mixité des matériaux de manière un peu plus précise. Oui, alors dans la mixité des matériaux, alors disons au niveau macro, dans l'ensemble du bâtiment, dans sa définition, il y a plusieurs niveaux. On peut peut-être mettre la diapositive. Oui. Vous avez le niveau de base qui consiste à dire on fait finalement un noyau béton poteau-poutre. Un noyau béton et un ensemble poteau-poutre qui est auto-stable et on va créer une enveloppe bois autour, ce qui est déjà une première manière de mélanger parfaitement les matériaux. Le deuxième niveau qui va un petit peu plus loin, c'est on va construire cette fois-ci l'ensemble en bois, mais on va mettre un noyau béton qui va permettre d'accueillir l'ensemble des circulations. Ça permet de gérer les problèmes d'acoustique, de feu, de manière assez performante. Ça peut permettre de gérer également le contreventement du bâtiment. Ce n'est pas toujours vrai, puisque quand on est en forte zone sismique, les deux matériaux se comportent de manière assez différente. C'est une disposition qui est intéressante. Et puis, juste à côté, vous avez une disposition dans laquelle on élargit un petit peu le noyau aux pièces humides, ce qui peut permettre de rassurer un maître d'ouvrage sur les problèmes d'eau que l'on peut avoir. Et puis enfin, les configurations, elles sont multiples. Alors, vous avez des petits croquis sur la droite qui correspondent à différentes configurations. On part d'une partie qui est toute maçonnée en haut à gauche. On peut imaginer 2 étages en attique, ce qui est une solution qui permet de découper le bâtiment sur sa hauteur. On peut avoir des configurations dans lesquelles on a de l'enveloppe bois avec une attique. Enfin voilà, toutes ces configurations sont tout à fait possibles, suivant l'enjeu que l'on veut donner au bâtiment. Alors à ce sujet, on a créé d'ailleurs un petit outil qui s'appelle un simulateur bois et biosourcé, qui est disponible sur le site Ambition Bois, qui permet de comparer un petit peu ces solutions de manière à se positionner sur l'enjeu carbone que l'on veut donner au bâtiment. Alors, il est question de mixité bois et béton, et bien sûr, il y a d'autres mixités possibles avec d'autres matériaux, bien évidemment. Estelle Réveillard, pour faire une ACV, on a besoin de données environnementales. Exactement, on a besoin de données environnementales. Alors, où on en est aujourd'hui de ces données environnementales? Et il existe encore pas mal de données par défaut, notamment pour du biosourcé. Et certains reprochent qu'elles ne soient pas suffisamment détaillées et du coup, on emploie des valeurs par défaut. Est-ce que vous pouvez répondre à toutes ces questions? Alors, en fait, les données environnementales, on les trouve dans la base IGNES. Donc, je pense que la base IGNES, on en a... maintenant, je pense qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui la connaissent. Elle a vraiment été mise en lumière avec l'expérimentation plus c'est moins. Et je pense que c'est pendant l'expérimentation qu'on s'est rendu compte que les données environnementales étaient nécessaires pour faire de la CV du bâtiment. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque de données environnementales. Cela dit, on pousse les fabricants et les industriels à réaliser ces données environnementales, notamment à travers des projets d'appel à accompagnement pour réaliser ces données environnementales. C'est un projet, on en est au 2e là, ce sont des projets qu'on mène en collaboration avec l'ADEME et qui permettent notamment aux collectives de produire ces données environnementales. Donc ce sont des données environnementales collectives faites dans le cadre d'organisations professionnelles, mais elles ont le mérite finalement d'acculturer les acteurs à la réalisation de ces données environnementales. C'est vrai que les acteurs
industriels sont assez bien familiarisés à ce type de données. Les acteurs plus petits, c'est plus compliqué. C'est plus cher, ça a un coût. C'est un peu plus cher, et puis ça reste quand même nouveau. La RE 2020, elle va être appliquée l'année prochaine, mais pour beaucoup d'acteurs, on est encore dans le work in progress, et c'est un petit peu maintenant que ça se passe. Donc les industriels doivent s'y mettre. D'autant que je crois que ça risque d'être doivent s'y mettre, absolument. Que les valeurs par défaut vont être de plus en plus pénalisantes, voire interdites à terme. Alors en 2028, ces données par défaut deviendront pénalisantes. Et donc, plus pénalisantes, parce qu'elles sont déjà. Oui, elles le sont déjà pénalisantes, mais elles le deviendront de plus en plus. Et l'idée, c'est bien de favoriser la production, la réalisation de ces données environnementales pour permettre de faire une bonne ACV du bâtiment. Christian Pimpy, justement, au niveau des industriels, où on en est au niveau du béton et notamment du béton bas carbone? Alors, déjà au niveau des ciments, la filière ciment a publié les VDES des principaux ciments mis sur le marché en 2017. Et donc ces VDES ciments permettent d'alimenter 2 configurateurs de VDES. D'une part le BPE, d'autre part les bétons prêts à l'emploi, d'autre part les produits préfabriqués. Donc sur le site du syndicat national du BPE, snbpe.org, on va retrouver l'outil BETI qui permet donc de configurer des VDES de béton prêt à l'emploi livrés sur le chantier, qui va prendre en compte l'ensemble des paramètres, du ciment choisi, du mode de déchargement, etc. Et au niveau des produits préfabriqués béton, c'est la FIB, la Fédération des industriels du béton, qui a mis à disposition un outil qui s'appelle EIB, qui également permet de générer des VDES qui sont évidemment certifiés. Et pour le béton, moteur de calcul. Pour le béton bas carbone, il y a un peu un flou. Qu'est-ce que le béton bas carbone? Quelles sont les valeurs? Il y a encore un peu un flou. Alors, c'est pas qu'il y ait un flou, c'est qu'il n'y a pas de définition du béton bas carbone. Et donc, c'est pour ça que la plupart des industriels se sont... Il y a un référentiel. On crée des référentiels qui leur sont propres. Alors après, le syndicat national du béton prêt à l'emploi, le SNBPE, a publié sa définition du béton bas carbone, mais qui s'inscrit en fait en fonction de la performance demandée au béton. Des formules de béton, il en existe plusieurs centaines, mais donc c'est très difficile de définir ce que c'est un béton bas carbone. C'est certain qu'un béton de classe de résistance C40, par exemple, sera beaucoup plus impactant qu'un C25. Mais il apporte tellement plus de résistance que rapporté au mégapascal, c'est moindre. Donc c'est pour ça qu'en fonction des différentes typologies de béton, il y a une définition du bas carbone. Mais en gros, on se situe aux alentours de moins 20% par rapport à un béton standard. C'est un petit peu le consensus entre les syndicats et les industriels. Jean-Marc Pauget, on en est où au niveau des FDES dans la filière bois? Alors, biosourcé, je ne sais pas. Dans la filière bois, en gros, on a à peu près 600 FDES qui concernent le bois. On doit avoir à peu près le même nombre de fiches par défaut que de fiches collectives, c'est-à-dire autour de 150 pour l'une et l'autre. Et je crois que nous sommes à 260 fiches individuelles. Voilà, donc la filière avance pas mal. Et puis alors, le FCBA a créé un configurateur DE Bois, qui est un outil qui permet à partir des fiches collectives de faire évoluer le produit avec les caractéristiques du fabricant. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut avoir des différences assez fortes. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'une scierie. Une scierie va produire ses bois d'œuvre et puis elle va les sécher. Pour les sécher, elle va utiliser différents composants au niveau énergétique. Si elle utilise ses sous-produits bois, elle n'aura pas le même bilan carbone que si elle utilise une énergie non renouvelable. D'accord. Estelle Révillard, vous voulez rebondir là-dessus? Notamment, il est aussi question de vérificateurs. Certains disent qu'il y a des trous dans la raquette, qu'on peut parfois donner des valeurs hautes et que les vérificateurs ne suffisent pas. Il y a peut-être aussi un vérificateur par l'État qui sera peut-être amené prochainement. Vous êtes au courant de tout ça? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand même le programme IGNES est très encadré et il est surtout issu, il y a quand même un cadre normatif au départ, derrière il y a le complément national et c'est à partir de tout ça que le programme IGNES est établi. Et dans le programme IGNES, il y a 2 choses. Il y a la méthodologie pour réaliser une FDES ou un PEP, d'ailleurs, parce qu'on parle des FDES, mais il y a aussi les PEP. Et puis après, il y a décrit dans ce programme tout le principe de vérification. Et donc la vérification se fait partie indépendante. Et quand même, tout ça est encadré par un décret et 2 arrêtés. C'est bien de le préciser, parce qu'il y a parfois des critiques. C'est pas mal, oui, de le préciser. Et donc, dans ce processus de vérification, il est bien spécifié et bien noté que les données environnementales sont vérifiées par tierce partie indépendante. Après, c'est vrai ça peut arriver aussi de commettre des erreurs. Et il y a aussi, dans le dispositif du programme IGNES, un système de réclamation et qui fonctionne très bien. Donc quand il y a une réclamation, n'importe qui peut faire cette réclamation à n'importe quel moment et en général, et tout le temps d'ailleurs,
on y répond. Voilà. Merci. Cette méthode représente un changement radical pour les professionnels et pour les bureaux d'études. Est-ce qu'ils sont prêts ? Alors, ce qui est sûr, c'est que donc on a un bureau de conseil. On vient de plus en plus toquer à notre porte. Il y en a qui, ça fait un moment qu'ils ont compris que ça allait venir, même indépendamment de la RE 2020, qui veulent s'inscrire dans une démarche de réduction d'empreinte carbone et de réduction d'impact carbone. Mais c'est sûr que là, de plus en plus, les acteurs, que ce soit les promoteurs ou même les industriels des matériaux, prennent la mesure de l'ampleur. Alors les premiers seuils, on va dire, laissent un peu une marge de manœuvre pour s'y mettre. Mais très vite, au-delà de 2025, et pour un promoteur, 2025, c'est demain, étant donné les laps de temps de projet. Il va falloir vraiment activer des solutions moins carbonées. Et je rebondis juste, j'évite de dire bas carbone exprès, parce que bas carbone sous-entend qu'il y a un seuil. Donc c'est pareil pour les bétons, on n'utilisera jamais le terme béton bas carbone pour faire dire moins carboné, parce qu'effectivement ce seuil, il est difficile à placer. Il peut être encore plus bas, voilà. Peut-être. Exactement, donc, il peut être encore plus bas. Donc parenthèse refermée à nouveau. Mais voilà, et donc du coup, oui, les acteurs se mettent en ordre de marche, mais est-ce qu'ils sont prêts ? On va dire, ça demande beaucoup de transformation en interne, beaucoup de transformation dans la façon de faire. Pour certains, d'autres ont déjà plus l'habitude. Je parle par exemple des promoteurs. Et donc c'est sûr qu'il faut enclencher la vitesse supérieure pour arriver à atteindre ces seuils, en particulier ceux après 2025. Et Estelle Réveillard, est-ce qu'on peut faire de l'ACV dynamique à partir des FDES de la base IGNES ? Est-ce que toutes les données... Et les données environnementales qui sont contenues dans la base IGNES sont des données brutes. Donc maintenant, en effet, il y a quand même encore un travail d'acculturation assez important à réaliser auprès des bureaux d'études notamment, mais pas que, pour faire connaissance et s'approprier cette ACV dynamique qui, somme toute, est nouvelle et est arrivée un peu en fin de course dans le cadre de l'expérimentation. Donc oui, il y a encore pas mal d'acculturation à faire, oui, auprès des acteurs. Rebondir. Bien sûr. Même en plus de simplement la CV dynamique, aussi sur la conception tout court et sur toute la chaîne de valeur, on voit que certains acteurs s'y mettent, mais d'autres sont encore un petit peu loin, se sentent encore un peu loin des problématiques. Donc c'est vraiment toute la chaîne de valeur, du donneur d'ordre jusqu'à celui qui réalise, où c'est déjà comprendre la problématique, même avant et ensuite comprendre les outils dont la CV dynamique, mais déjà mesurer l'ampleur de la problématique et des changements qu'il faut impulser. Vous êtes Jean-Marc Pauget, Christian Papy, vous partagez Oui, je partage complètement ce point. En fait, on se rend compte que beaucoup d'entreprises de construction, grâce à la RE 2020, se posent ces questions. Et en fait, on considère que c'est notre rôle d'industriel, d'association, d'aller porter en fait, ces messages auprès d'eux pour leur expliquer quelles sont les méthodes, les techniques pour diminuer le bilan carbone des bâtiments. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de bas carbone, mais la RE 20, c'est comme des autres critères aussi à respecter, les DH, etc. Donc il y a quand même une approche globale à avoir. Et souvent, pour avoir le discours le plus parlant et le plus constructif, souvent on part des simulations de quel est le poids carbone actuel du type de construction qu'ils font, pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à la RE 2020, et ensuite voir entre les différentes pistes qu'on peut activer, quels sont les gains qu'on peut gagner, pour justement partir de l'exemple en fait. Tout un calcul. Oui. Stratégique. Ouais. Je rebondis sur ce que vous disiez aussi, parce qu'on le voit au niveau des promoteurs, il y a un premier travail qui est la connaissance, bien sûr, de tout ce que l'on vient d'évoquer, et puis après, c'est comment on va le traduire, donc soit avec le béton, soit avec le bois. Et la culture du bois n'est pas très présente au niveau des promoteurs pour l'instant. Et on a une forte demande de ce côté-là, au niveau de la formation et surtout de la culturation des équipes, pour pouvoir utiliser le bois dans la construction. Et si je peux encore compléter, parce que ça, j'abonde complètement, ce dont on se rend compte aussi, c'est que les matériaux seront mis en œuvre sur les chantiers par des compagnons qui ont des compétences, qui ont des outils, des équipements. Et l'idée, c'est justement aller jusqu'au bout de la démarche et embarquer avec nous le chantier pour pouvoir réussir à atteindre ce résultat et pas rester sur des performances sur le papier qui sont absolument impossibles à mettre en œuvre sur les chantiers. Un thème qui est cher à beaucoup, le recyclage et le réemploi dans la CV, avec notamment un fameux module D qui est encore un peu flou pour beaucoup. On a besoin de vos éclairages, Raphaël Thévenin, sur le module D. Non, alors en gros, le module D, effectivement, il représente des émissions qui sont liées à la fin de vie du matériau.
Donc, par exemple, qui sont liées au recyclage, qui sont liées au réemploi, qui sont liées aussi potentiellement à la séquestration qu'il peut y avoir en fin de vie, aux émissions qui peuvent être libérées en fin de vie. Bref, en gros, pour nous, dans notre jargon de comptable carbone, ça représente des émissions évitées, souvent, qui sont additionnées à des émissions induites. Et en fait, les émissions évitées, en général, elles sont un petit peu en dehors des scopes de bilan carbone classique. Et du coup, c'est vrai que très concrètement, on devrait le compter à part en disant le réemploi permet d'éviter tant d'émissions, le fait de recycler le matériau en fin de vie permet d'éviter tant d'émissions, etc. L'avantage de le compter ensemble, on va dire, c'est d'avoir un seul et unique indicateur carbone pour un matériau et du coup d'avoir un côté un peu plus pédagogue quelque part sur... et compréhensible par tout le monde, en fait. Parce que si on commence à démultiplier les indicateurs, déjà, c'est assez complexe comme ça, on s'en sortirait pas. Donc, c'est un peu ça l'idée de ce module D, c'est vraiment ce qui se passe à la fin de vie du matériau, en recyclage, en réemploi, etc. Ce sont des émissions que cette fin de vie permet d'éviter. Merci pour cet éclairage. Estelle Réveillard, je voulais vous demander si vous en savez plus sur le nouveau label, le label RE2020 qui se trame. Oui, il y a eu les annonces d'Emmanuel Vargon qui ont été faites avant l'été. Oui. Donc, on aimerait en savoir un peu plus si vous avez quelques... Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le label RE2020 qui avait été annoncé plutôt pour la fin de l'année est repoussé à fin 2022, début 2023, et que au-delà de l'accompagnement de la RE2020, c'est un label qui va surtout s'inscrire dans des travaux d'expérimentation justement de nouveaux critères comme l'économie circulaire par exemple, ou comme ça pourrait être la biodiversité. Mais on pourra aussi travailler par exemple sur la qualité de l'air intérieur, parce qu'on a beaucoup parlé des impacts environnementaux, mais finalement à l'échelle du bâtiment, il y a d'autres choses à regarder aussi. Voilà, donc le sujet est quand même... Il y a un grand sujet, grand dossier qui est ouvert avec ce label RE2020. Aujourd'hui, les associations environnementales se sont un petit peu emparées du sujet, avec l'Alliance HQE-GBC et Finergie et le collectif des quartiers bâtiments durables. L'objectif, c'est que ce ne soit pas un label de plus, mais qu'il soit intégré dans... L'objectif, en effet, ce n'est pas de recréer un énième label. Parce qu'il y en a beaucoup déjà. Mais, voilà, il y en a beaucoup, mais plutôt de créer un langage commun pour tous les territoires, de façon à ce que les territoires puissent disposer d'une grammaire commune pour proposer des bâtiments durables et à faible impact environnemental sur leur territoire. Donc un bâtiment HQE pourrait être un bâtiment Absolument. RE2020. Absolument. Labellisé RE2020. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, c'est un petit peu ce que je disais au début, je crois que je me suis un peu embrouillée dans les dates, mais chez HQE, puisqu'on a quand même pas mal travaillé sur justement ces seuils énergie et carbone au départ, finalement les certificateurs HQE ont intégré quelque part cette réglementation environnementale assez tôt, et bien entendu, aujourd'hui ils font des mises à jour de leur référentiel pour que la RE2020 soit complètement introduite et incorporée dans leur référentiel, dans leur nouveau référentiel. J'ai une question à vous poser. Est-ce que le label biosourcé est supprimé ? Je ne saurais pas vous répondre. En théorie, non, je ne crois pas. Non, parce que je crois que la question était un petit peu... il me semblait qu'il devait être supprimé, donc je vous posais si vous aviez l'information. Je n'ai pas cette information-là, mais... Bon, on ne l'aura pas encore. Non. Il va falloir attendre. J'irai me renseigner. Ces nouveaux matériaux sont parfois plus onéreux, notamment pour le bois et les biosourcés. Jean-Marc Pauget, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les surcoûts que cela peut représenter? On estime 10-15% si on fait du tout bois. Enfin, je vous laisse y répondre. Oui, je vais y répondre. D'abord, je vais faire une première réponse un peu conjoncturelle, parce qu'effectivement, en ce moment, on a un vrai problème d'augmentation du prix de l'ensemble des matériaux, et en particulier du bois. Donc pour ça, il y a des raisons. Il y a eu le Covid, bien sûr, qui a désorganisé la filière. Il y a une forte activité aux USA et au Canada, et en Chine également, puisque la Chine nous achetait des chênes, maintenant ils viennent également acheter du résineux. On est un hiver trop rigoureux, enfin toute une série de facteurs qui font qu'on est dans une période un petit peu de chauffe sur le prix du bois. Ça, c'est l'aspect conjoncturel. Après, il y a l'aspect coût que vous évoquez. Nous, ce que l'on constate, c'est que dans des opérations de logement type R+2, R+3, on a des différences de coûts qui sont très faibles par rapport à la maçonnerie. En revanche, plus on monte en hauteur, plus effectivement on a un écart qui devient un petit peu plus large.
C'est dû à différentes raisons. On a des points forts dans le bois, puis des points un petit peu plus faibles comme les planchers. Et puis il y a la sécurité incendie qui, dans certains cas, nous grève un petit peu, puisqu'il faut rajouter des éléments de sécurité. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Et pour vous, pour le béton, alors je dis plus bas carbone, mais plus vertueux, Les bétons. les bétons plus vertueux. Nous, en fait, on a cet avantage d'avoir un produit qui est local, disponible, bon, voilà, parce qu'il est central à béton en moyenne, c'est 18 km de distance par rapport au chantier. Donc sur cette année, on a eu la chance de pouvoir contenir les hausses de ce fait. Et donc, c'est vrai qu'on est là. C'est quelque chose qu'on a porté aussi, c'est justement l'avantage de cette disponibilité du matériau. Donc on n'a pas de surcoût particulier. Vous avez le droit à un mot de la fin pour clôturer tous ces débats. Estelle. Alors, le mot de la fin, puisqu'on a quand même beaucoup parlé de la réglementation environnementale, moi je dirais que la réglementation environnementale, c'est une bonne chose. Ça fait avancer quand même dans le bon sens tous les acteurs et toute la filière de la construction vers le bâtiment bas carbone. Dont l'objectif est de décarboner. Voilà, puisque l'objectif c'est de décarboner, mais c'est vrai qu'il y a d'autres impacts aussi à évaluer, et donc la route est encore longue. Jean-Marc. Eh bien, il y a un beau... pour la filière bois, il y a quand même une belle ambition et une belle ouverture qui est possible pour l'ensemble des biosourcés. Et la filière se donne les moyens à travers un plan construction qui est engagé sur 10 points pour développer cette filière et arriver à remplir les engagements de construction avec le biosourcé. On attend vite des résultats, donc. Voilà. Christian Pimpy. On considère évidemment que la RE 2020 est une formidable opportunité pour diminuer l'impact de la construction neuve, et la filière béton s'inscrit à plein pour proposer des solutions qui permettront d'atteindre l'ensemble des seuils de la RE 2020 au cours du temps. Bien, ça pousse l'innovation. Exactement. Je dirais que décarboner, en fait, ça va pour y arriver. Il faut que toute la chaîne de valeur se mobilise, de ceux qui, en gros, font les cahiers des charges aux compagnons qui les mettent en œuvre, et en incluant, bien sûr, les industriels et les filières qui permettent aussi de donner les matériaux, puisque c'est le thème de cette table ronde, qui sont le moins carbonés possible et qui permettent des conceptions dans leur ensemble qui sont moins carbonées. Bien, merci à vous tous pour vos interventions très instructives. Merci. Il est donc important de rappeler que même si l'approche matériaux joue dans le bilan carbone du bâtiment, il faut néanmoins avoir une approche plus globale à l'échelle du bâtiment. Un changement donc dans la conception et la construction, qui est d'ailleurs le sujet de la masterclass suivante dédiée à la conception et à la construction bas carbone. Je vous invite également à suivre l'atelier d'experts proposé par Knauf pour approfondir le sujet sur les FDES au service de la conception.